Eh bien, bonjour et merci d'être avec nous pour cet atelier. Donc, on a donné construire une action pour améliorer l'équité des soins. Alors, je suis Isabelle Dupuy, je suis médecin généraliste à Paris. Je suis membre de la SFDG où on s'occupe plutôt donc de l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient. Et moi, je suis plutôt sur le domaine de la sécurité du patient. Voilà. Et je suis aussi membre et déléguée d'EQUIP, qui est l'association européenne pour la qualité des soins en médecine générale, médecine de famille. Et voilà, je ne sais pas si tu veux te présenter. C'est à peu près tout pareil, je suis généraliste à Paris et aussi délégué à EQUIP. Donc voilà, c'est de là. Et en dehors de ce qu'on vous a indiqué, on n'a pas de conflit d'intérêt qui influence le contenu de cet atelier. Alors, notre objectif ensemble, c'est essayer de comprendre le concept d'équité des soins. Et c'est donc Hector qui va nous y aider. Parmi les dimensions de la qualité des soins, d'identifier les déterminants de l'équité et en prenant un exemple d'un soin préventif, et on travaillera dans cet atelier sur le dépistage du cancer du col comme exemple à partir duquel on va travailler, et on verra avec cet exemple comment planifier un projet d'amélioration de l'équité du dépistage du cancer du col en appliquant le modèle Plan Do Study Act. On verra plus tard comment y travailler. Donc, Hector va nous faire une introduction sur l'équité comme dimension de la qualité des soins primaires. Ensuite, moi, je vous montrerai un modèle qui s'appelle le Model for Improvement de l'Institute for Health Improvement, donc, qui est une méthode générique pour l'amélioration de la qualité des soins. Et puis ensuite, vous travaillerez en petits groupes sur le cas qu'on a choisi. On fera un rapport des groupes et puis une conclusion. Et alors, donc... en fait, on avait fait un timing sur 1h15, donc on va voir... mais en général, on est toujours un peu juste quand on veut discuter un peu à fond. Alors, voilà, donc l'équité en une seule... vous la connaissez, cette image déjà, non? Il y en a qui l'ont déjà vue. Bon, donc elle est vraiment excellente. Enfin, il existe plusieurs versions, mais elle est vraiment excellente parce que ça résume tout. Hein. Ça, on la trouve un peu sur Internet, etc. En gros, on part de quoi? On part de la figure de là. On voit les trois petits gars là. Le résultat en termes de santé, si on veut dire, c'est qu'il y en a un qui voit très bien, un qui a un petit peu de mal à voir, et il y en a un qui ne voit pas du tout. Et en fait, ils reçoivent tous les trois le même soin. D'accord? Donc ça, c'est l'égalité, qui est très souvent confondue avec l'équité. Et là, vous avez l'équité. Donc l'équité, c'est des soins proportionnels aux besoins. Donc on a la même quantité de soins, mais il est distribué différemment. Et on a des résultats qui sont aussi peu différents que possible entre les individus. Donc c'est un petit... Alors aujourd'hui, la situation en France en particulier, c'est qu'en réalité, celui de gauche, on va dire que là il y a un gradient social, qu'on est du plus riche au plus pauvre, du plus éduqué au moins éduqué, du cadre supérieur au travailleur manuel ou à l'employé, d'accord? Donc il y a un gradient, hein. Mais aujourd'hui en plus, celui-là il est en général debout, perché sur une dizaine de tabourets, et celui-là peut-être sur un et celui-là sur aucun. C'est-à-dire que aujourd'hui on n'a même pas de l'égalité souvent. Les soins sont plutôt plus orientés vers des gens qui ont plus de moyens, qui ont plus d'éducation, qui recherchent plus la prévention, etc. Donc la situation est même un petit peu pire que ça.
Bon, par exemple, puisqu'on va travailler sur la question du frottis, bon, on sait bien que le frottis, il est fait, peut-être même fait de manière excessive, chez les femmes qui vont voir les gynécologues et qui sont plutôt dans des catégories sociales favorisées, et qui n'est absolument pas fait chez les femmes des catégories, ou enfin qui est beaucoup moins fait chez les femmes des catégories défavorisées et très très défavorisées, marginales, etc. C'est très peu fait, hein. Alors que la maladie, elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes les plus défavorisées. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, c'est qu'il y a un anglais génial qui s'appelait Julian Tudor Hart, qui en 1971 a dit, il y a un truc qui s'appelle la inverse care law, c'est-à-dire les soins, la loi des soins distribués à l'envers. C'est en gros, ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui en ont le moins. Donc, c'est vrai que depuis, on a quand même beaucoup progressé en prise de conscience en France sur cette question des inégalités sociales de santé et de la question de l'équité des soins. Il y a eu des chercheurs de l'INSERM qui ont fait des livres, il y a eu un certain nombre de choses comme ça. Mais au niveau de nos pratiques, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on se pose beaucoup cette question-là. On ne se pose pas beaucoup cette question. Voilà, donc nous on voudrait vous faire travailler là-dessus. Et est-ce que c'est bon là, tout le monde est... Il y a un commentaire, non sur, non, ça va, tout le monde ne comprend pas. Donc l'idée c'est de faire un cas clinique, de vous mettre en situation. Donc on a imaginé une situation. On l'a imaginé, mais en se basant quand même sur des données qui correspondent à peu près aux pratiques, hein. Donc voilà. Donc nous on vous propose ce scénario, mais vous pouvez le modifier si vous voulez, changer. On vous propose voilà, d'imaginer que vous exercez dans une commune défavorisée de la banlieue parisienne. Vous avez une patientèle avec 50% de Gaulois d'origine et 50% de patients originaires du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Votre équipe, elle comprend 4 généralistes, une sage-femme, 2 infirmières, 2 secrétaires, ce qui fait à peu près 1,5 équivalent temps plein. 2 des médecins généralistes sont maîtres de stage. Il y a un interne, ça se passe, donc un interne en autonomie qui travaille avec vous, qui peut faire beaucoup de choses. Et un des médecins généralistes et la sage-femme font des frottis. Ça, c'est l'équipe. Et en 2016, une interne a eu la bonne idée de proposer pour faire sa thèse un audit sur les frottis de la patientèle de l'équipe. Donc elle a pris 200 femmes de 25 à 64 ans qui étaient suivies par l'équipe, dont les médecins traitants étaient dans l'équipe. Et voilà ce qu'elle a observé. Elle a regardé les dossiers, elle a interrogé les femmes également. Et il y a 66% des femmes qui ont eu un frottis à jour. Grossièrement, depuis moins de 3 ans. Elle n'a pas fait dans la subtilité, frottis depuis moins de 3 ans. Et il a demandé aux femmes, parce que ça c'est un truc qui est très rarement noté dans les dossiers, quel était leur niveau d'études. Elle les a classées en 2 moitiés, les femmes qui n'avaient pas le bac et celles qui avaient le bac ou au-dessus. Et qu'est-ce qu'elle a constaté? Alors que les médecins, eux, ils pensent faire pareil pour tous les patients, et bien elle a constaté que les femmes qui avaient un faible niveau d'études étaient à jour pour 47% du frottis, alors que celles qui étaient bac et au-dessus, elles étaient à 78% à jour. Et alors, elle a été plus loin, subtilement, elle a demandé aux femmes, mais qui vous a fait votre dernier frottis? Et ce qu'on observe, c'est que là, c'est vrai, les médecins, ils font pareil pour tout le monde dans le cabinet. C'est-à-dire, tous font des frottis à peu près 39-38% des patientes. Et simplement, les femmes qui sont bac et au-dessus, elles sont très souvent suivies par le gynécologue. Donc, le gynécologue du centre de santé ou le gynécologue libéral fait beaucoup de frottis dans cette patientèle-là. Ça veut dire que ces femmes-là, elles ont une double pression pour faire les frottis. Pression venant du médecin libéral pour 38-40%,
pression venant du gynécologue, à peu près pour la même chose. Ce qui fait que, à eux deux, le généraliste et le gynéco arrivent à une taux de couverture de 81% chez celles qui vont chez le gynéco. Et chez celles qui ne vont pas chez le gynéco, ben, le généraliste est tout seul avec ses petits bras et il arrive à peu près à 40%, un petit peu en dessous. Et là-dessus, l'équipe dit, bon, maintenant on va essayer de faire quelque chose pour changer ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir à ce challenge avec une méthode, en mettant en œuvre une méthode que Isabelle va vous présenter. Alors, donc c'est le fameux Model for Improvement de l'Institut for Healthcare Improvement. Donc, pour commencer, dans ce modèle, on nous dit qu'il faut 3 ingrédients absolument essentiels au début. C'est de le vouloir, c'est-à-dire que ce problème que des femmes, certaines femmes du cabinet ont moins accès au dépistage du cancer du col que d'autres, il faut vouloir s'en occuper. Il faut se dire, on va faire quelque chose pour ça. Il va falloir trouver une idée de changement, parce que si on continue à faire pareil, on aura probablement le même résultat. Donc il faut qu'on arrive à faire autrement, et donc il faut qu'on arrive à avoir une idée qui nous permette d'obtenir un autre résultat que celui que le premier audit nous a permis d'avoir. Et puis ensuite, il faut s'y mettre et il faut dire, alors on y va, on travaille et on décide quelque chose là-dessus. Et il faut donc, pour commencer, avoir ces 3 au sein de votre équipe, au moins quelques-uns qui sont bien d'accord pour faire ça. Et voilà le modèle tel qu'il apparaît. Il commence par 3 questions. 3 questions qui permettent de définir le projet. La première, c'est qu'est-ce que nous voulons faire? La deuxième, c'est comment est-ce qu'on va savoir que c'est une amélioration par rapport à ce qu'on faisait jusque-là? Et ensuite, la troisième, c'est quel changement on va faire en espérant que ça améliore la situation. Et quand on aura défini et répondu à ces 3 questions très précisément, on va mettre en action ce cycle PDSA, donc c'est anglais, mais donc plan, ça veut dire planifier. Et du coup, l'idée qu'on va avoir eue et les objectifs l'objectif qu'on sera donné et les moyens pour le mesurer, on va planifier toute cette activité. Ensuite, on va faire, c'est-à-dire, allons-y, travaillons avec cette nouvelle idée et cette nouvelle organisation. Ensuite, on va étudier, study ou analyser. Et donc, on va refaire un audit comme l'interne avait fait pour regarder, finalement, après avoir modifié notre pratique, qu'est-ce que ça donne au point de vue de nos résultats. Et puis, on acte, ça veut dire décider. Et du coup, soit effectivement notre idée nous a permis de constater qu'on était sur la bonne voie, que ça marche et qu'on a amélioré nos résultats, donc on continue à faire pareil. Ou bien, non, on a décidé on a vu que non, ça ne marchait pas du tout. Notre idée ne nous a pas du tout permis d'augmenter le taux de femmes, le taux de dépistage parmi les femmes ayant un niveau éducatif au-dessous du bac. Et du coup, on cherche une autre idée et on recommence. Et puis, voilà, donc voilà comment ça fonctionne, ce modèle. Alors, attendez, il y a un problème. Non, c'est ça. Alors, la première question, qu'est-ce que nous voulons faire? Donc, en gros, ça revient à quel est notre objectif. Et là, notre objectif, c'était qu'est-ce que je veux améliorer? On se pose cette question-là dans ces termes. Qu'est-ce que je veux améliorer? Je veux améliorer l'équité du dépistage du cancer du col par frottis. Mais cette question-là, elle n'est pas du tout assez précise. Elle ne va pas nous permettre de pouvoir, dans un an, juger du résultat. Il faut qu'on s'approche beaucoup plus précisément et qu'on définisse avec exactitude
Quand est-ce que je vais regarder une autre fois? Là, le premier audit, il a été fait, mettons, en 2016. Quand est-ce que je vais... donc, je me donne combien de temps? Et est-ce que, par exemple, je me donne 1 an, ou je me donne plus, ou je me donne moins, pour savoir quand est-ce que je veux de nouveau regarder? Qu'est-ce que je veux regarder? Qu'est-ce que je veux mesurer? Et pour qui je veux améliorer ce dépistage. Donc, il faut vraiment définir, et ça sera votre travail tout à l'heure, de définir avec plus de précision l'objectif. Ensuite, il va falloir mesurer. Et donc, il faut un instrument de mesure. Et là, l'instrument de mesure qui était proposé, c'était l'audit. L'instrument de mesure, c'est de faire une revue des dossiers, de regarder quelle est la couverture ou quel est le taux de dépistage parmi les femmes du cabinet. Et c'est ça qui peut nous permettre de voir où on en est, où on en était en 2016 et où on en sera dans le temps qu'on se sera donné. Et puis, il va falloir trouver une idée, comme je disais tout à l'heure, une idée pour faire autrement, c'est-à-dire pour voir bouger votre taux de dépistage dans votre cabinet. Il va falloir que vous trouviez une idée, et ce sera aussi votre travail. Et donc, ça veut dire quelle idée de changement on va prendre. Alors, on peut l'inventer, on peut essayer d'y réfléchir et trouver, mais souvent, il y a d'autres personnes il y a d'autres équipes qui se sont posées souvent la même question que nous, et puis on peut chercher des idées, ou en tout cas aller voir ce que les autres ont trouvé ou ont essayé comme idée pour travailler mieux. Et alors là, je te laisse juste... Donc là, on a regardé un petit peu dans la biblio, qu'on vous a mis à la fin, quelles sont les interventions ou les ingrédients d'intervention, les éléments d'intervention qui pourraient améliorer le dépistage. Alors, on a mis probablement parce que là, il y a quelques études d'intervention et peu d'études vraiment randomisées, parce que c'est très difficile de faire des études comme ça. Il y en a quelques-unes. Et puis, il y a des déductions qui viennent d'études d'observation. C'est-à-dire, si on s'aperçoit, par exemple, dans des études d'observation, que des femmes qui ne parlent pas français font moins de frottis, on peut en déduire assez facilement que ça vaudrait le coup de tenter soit de l'information dans leur langue, soit faire intervenir un interprète, etc. Mais il n'y a pas forcément eu une étude randomisée qui l'a montré. Alors, les études les preuves les plus solides, aujourd'hui, elles sont sur deux éléments qui sont les rappels automatiques dans les dossiers, qui aident donc à vous dire « Ah tiens, cette femme n'a pas eu son frottis ». Encore faut-il avoir des dossiers structurés et qui aient cette fonction de rappel automatique. Et puis, ce qu'on appelle les navigateurs, c'est en fait les Américains qui ont inventé ça, appellent ça « patient navigators ». C'est un petit peu, si vous voulez, des accompagnateurs, on pourrait dire en français des gestionnaires de cas, ou quelque chose comme ça, qui aident le patient à des facilitateurs aussi, on pourrait dire, à circuler dans le système et qui vont l'accompagner, le prendre par la main, l'inciter, aider à résoudre des problèmes administratifs, etc., pour qu'il puisse atteindre le soin nécessaire. Mais sinon, donc, si vous regardez la liste vite fait, on va dire à gauche, c'est plutôt les choses qui vont agir sur le patient. Donc évidemment, le fait d'avoir accès financier aux soins et avoir un accès financier au frottis, c'est totalement essentiel, parce que si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas
le payer, ça ira pas du tout. Donc, toutes les questions concernent CMU, mutuelle, aide à la complémentaire, AME, PASS, etc. Ensuite, on peut faire toutes sortes d'interventions éducatives destinées aux patients de faible niveau de littératie de santé, comme on dit. Et là, il commence à y avoir des documents adaptés avec très peu de textes, des textes avec un vocabulaire très simple, avec beaucoup d'illustrations. Il y en a par exemple, l'INPS en a fait un très très bon sur le tabac, et on peut espérer en avoir d'autres, notamment pour expliquer ce genre de choses aux patients, des choses dans leur langue évidemment. On peut imaginer créer des événements autour du dépistage. Par exemple, actuellement à Paris, je ne sais pas si à Paris ou en France, il y a un truc qui s'appelle Octobre Rose et Mars Bleu, qui sont des mois pour le dépistage, l'un de du cancer, promotion du dépistage du cancer du sein, et l'autre pour le dépistage du cancer du côlon. Et donc là, il y a une espèce de mobilisation associative dans les quartiers, dans les centres sociaux, etc., pour que ces publics-là entendent parler de quelque chose qui peut-être est en dehors de leur champ de vision. On peut essayer de travailler avec des médiateurs de santé. C'est quelque chose qui commence à se faire dans un certain nombre d'endroits, donc qui sont des gens qui sont soit bénévoles, soit employés par une structure et qui sont souvent du même contexte culturel qu'une partie du public ou des usagers du lieu de soins. Il y a les rappels, j'en ai parlé, navigateurs aussi, bon, le soutien social, l'accompagnement social, etc. Et alors, du côté des médecins, ce qui a été bien montré aussi, c'est que les gens qui peuvent faire, par exemple, de la délégation de tâches, c'est-à-dire qu'il peut avoir quelqu'un qui va faire les frottis, qui est par exemple une infirmière formée, une sage-femme, autre, enfin, la sage-femme, elle a le droit à cette délégation de tâches, mais il y a, par exemple, des pays dans lesquels les nurses font des frottis, et donc ça fonctionne beaucoup mieux. Le fait qu'il faut absolument que ce soit une approche d'équipe et qu'il faut qu'il y ait un leader, un référent, on va dire, de ce projet. Formation de l'équipe, formation à la compétence culturelle, savoir communiquer avec des gens de cultures différentes, avoir une communication centrée sur le patient et pas sur la maladie, l'entretien motivationnel pour essayer de motiver les gens pour faire ça. Bon, ressources supplémentaires dans les zones défavorisées, les rappels professionnels, tracking system, c'est-à-dire en gros avoir dans votre dossier un système qui vous sort la liste de toutes les personnes qui ne sont pas à jour pour un soin. Et outreach, ça veut dire aussi avoir des gestionnaires de cas qui peuvent aller chercher les patients à l'extérieur. Et ce que disent beaucoup les gens qui ont publié sur ces thèmes-là, c'est que dans ces domaines compliqués d'amélioration de la qualité, amélioration de l'équité, changement des pratiques, on va rarement faire une intervention unique, mais on va faire une intervention qui va être composée. On va prendre dans cette espèce de boîte à outils un certain nombre de choses, et en fonction de ce qu'on peut, et essayer de les agencer de la manière la plus intelligente possible, en fonction de ses moyens, pour obtenir le résultat. Alors, on va vous laisser maintenant. Alors, ça je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on essaye on va vous laisser travailler. Et donc, vous allez essayer sur cet exemple, et on vous de ce cabinet, de cette équipe de soins primaires qu'on vous a défini tout à l'heure, et on va le remettre. Voilà, vous êtes ensemble, vous allez vous mettre par groupe de 5. 3 groupes. 3 groupes de 5, et vous allez essayer d'écrire le plan là de ce cycle PDSA, c'est-à-dire vous allez planifier dans ce cabinet une action, une intervention complexe ou composite, ou en tout cas de quelle façon, avec les personnes que vous avez dans votre équipe, vous allez suivre ce modèle-là. Alors je ne sais pas, en fait, en suivant ce modèle, définir la question avec précision, connaître l'outil avec lequel vous allez mesurer si effectivement vous allez dans le bon sens ou pas. Mais ça, on a dit qu'on referait probablement l'audit qu'on avait fait au début, mais il y a peut-être d'autres choses que vous allez vouloir mesurer. Et puis, voilà,
ce qu'il va falloir trouver, c'est ensemble, c'est une idée qui vous paraît fonctionner ou vous permettre d'atteindre un meilleur résultat. Et puis, donc là, on va se laisser 20 minutes de travail. Et puis, ce que j'ai oublié, c'est les feuilles de papier. Est-ce que vous avez... j'espère que vous avez de quoi... Parce qu'il nous faudra donc un rapporteur par groupe. Et ensuite, on mettra en commun pour voir, voilà, si les idées qu'on a trouvées à 5 et les idées qu'on finalement on va trouver, ou on va tous ensemble trouver à 16, puisque je pense que vous êtes 16 en fait. Et comment on prendrait ça? Donc, je vous mets... Essayez de vous mettre par petits groupes de 5 et si possible, s'il y en a 2 qui travaillent ensemble, vous mettez pas dans le groupe. Et ouais. Je peux juste poser une question, ça nous aidera peut-être pour le travail, mais est-ce que dans ce cabinet-là, ou peut-être de façon plus générale, il y a des travaux qui ont été faits sur les freins et les obstacles de ces femmes, voilà, c'était moins du bac, mais sur lesquels on peut jouer avec votre programme là, de plan d'action. Non, là, dans ce cabinet, ça n'a pas été fait. Il y a juste eu cet audit. Mais dans la littérature, il y a pas mal de choses sur les obstacles et les facilitateurs, les frottis. Et il y a pas mal de listes d'outils possibles qui viennent plutôt de ça, de l'analyse des obstacles. Est-ce qu'en mettant plus de moyens et multimodaux sur un groupe particulier, on va dire défavorisé par rapport au dépistage, on ne met pas non plus trop de pression sur ce groupe et finalement on lui supprime une partie de sa liberté de choix? Enfin, ça fait partie des questions que vous devrez, oui, discuter. Vous pouvez effectivement réfléchir à comment mener votre action. Et quelle est la cible? Prendre en compte ces dimensions éthiques, on va dire, du problème. Oui, je suis d'accord. Là, vous essayez d'être sur la cible. Est-ce qu'on cible vraiment une population au risque ou de les énerver, ou de les stigmatiser, etc. Ou est-ce qu'on fait une action générale, mais en se disant, il faut aussi on veut toucher tout le monde et pas seulement les gens qu'on touche d'habitude. Les gens les spécialistes de ces questions d'intervention sur l'équité, ils disent qu'il y a deux approches, une approche universelle, une approche ciblée. L'approche universelle, c'est vous faites pour tout le monde. L'approche ciblée, c'est vous choisissez un segment que vous faites sur ce segment. Et puis après, il y a eu un anglais dont mon Alzheimer, il est archi connu là, qui a inventé un concept qui est celui de l'universalisme proportionné. L'universalisme proportionné, ça veut dire qu'on fait chez tout le monde, mais on a une approche plus subtile, c'est-à-dire qu'on dose en fonction du besoin. Hein. C'est aussi un peu l'approche santé-patient. Hein. Donc, vous pouvez choisir. Après, ça peut dépendre de chaque situation. Hein. Si vous avez dans un cabinet une population, une espèce de groupe totalement différent des autres, avec des besoins très spécifiques, très atypiques, très défavorisés, ou qui est vraiment complètement à côté des soins nécessaires, vous pouvez vraiment vous cibler là-dessus. Si vous êtes sur quelque chose qui concerne un peu tout le monde, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Ça dépend aussi des moyens que vous allez vous mobiliser, ça dépend de tout ça. Alors, vous allez vous... oui. Juste en fait, par rapport pour améliorer l'équité et la qualité des soins, vous avez parlé de navigateurs. C'est les logiciels des médecins, c'est quoi? Non. Ah non, c'est pas navigateur, oui, au sens Safari ou Firefox, non. C'est Patient Navigator, c'est une personne à qui vous allez faire appel et qui va être un accompagnateur. Du patient. Oui, du Ah oui, patient. par exemple, on travaille avec les conseillers sanitaires. Voilà, j'allais donner Ça cet va exemple. être Les conseillers sanitaires sociaux du 93, Ouais. eh ben, les lieux sont plus sur des situations complexes, hein, de dossiers, etc. Mais c'est un dispositif très intéressant. À travers ça va être aussi un navigateur ou pas? Vous comprenez comme un... Oui, en fait le concept il a été développé aux États-Unis d'abord pour accompagner les gens qui ont à faire un parcours de soins complexes et notamment dans le domaine du cancer. C'est-à-dire,
la personne qui va faire tumorectomie, puis radiothérapie, puis chimiothérapie, et qui est schizophrène, on sait que ça va être très très compliqué. Et donc cette personne-là, elle ne peut pas faire toute seule. Il faut qu'elle soit vraiment accompagnée. Et après, on a dérivé de là en se disant, oui, mais on pourrait peut-être trouver des accompagnateurs, des facilitateurs, etc., pour d'autres choses. Alors, juste avant, parce que je pense que c'est mieux si vous vous mettez en groupe, que vous réfléchissez vous, puis après on va revenir ensemble. On circule dans les groupes, et puis voilà. Et je vous propose de vous mettre là, peut-être les 5 là. Vous, madame, si vous voulez bien aller derrière avec vous deux pour faire un groupe de 5 de ce côté-là. Et puis vous, 5 là, vous tournez et restez ensemble. Et ces questions qui sont posées, vous allez déjà vous les poser à l'intérieur de votre groupe. Oui, oui. Et évidemment, si vous... en tout cas... Oui. Pour m'occuper de travailler bien. Laquelle on met qui sera la plus? Parce qu'il y a la directrice du centre de santé, là. En fait, c'est parce qu'on n'est pas allé jusqu'à à vous de jouer, mais parce que je crois qu'après, tu vois, on l'avait remise. Ah oui, je ne me souviens plus. En fait, comme je... Bon, on va le laisser comme ça. Ouais. Je pense qu'ils ont pas pu éliminer ça. C'est-à-dire qu'on croit qu'on fait mieux, puis en fait, l'idée c'est quand même que ton choix de mesure mesure bien ce que tu veux mesurer. Et c'est ça que ça mesure. S'approprier le modèle.
pour savoir quel était le résultat. Vous dites hein, si vous avez besoin qu'on montre autre chose. À moins d'avoir un logiciel super performant, mais c'est ce que le logiciel scientifique Oui, bien sûr, le logiciel ne ferme pas. Ils sont coordonnés pas non plus avec le. Si par exemple on scanne le logiciel va pas intégrer en fait. Si on travaille dans la case avec c'est que si on change malgré le fait qu'on peut Et on sait que la circulation je pense qu'il faut, c'est ça qu'on est déjà de savoir avoir une liste des femmes qui sont dans cette liste. Évidemment, on l'a déjà. Et aussi, celles qui ont déjà eu un conflit avec l'objectif, c'est ça. Mais est-ce que c'est amélioré spécifiquement chez cette population ou est-ce que c'est fait par sinon, ça va vite. Nous, on a fait autrement. On a sorti la liste de la population 6. Toutes les équipes étaient là. Les paramédicaux étaient capables de travailler. Celui-là. Avec un questionnaire écrit. Est-ce que quelqu'un connaît son niveau socio-économique au niveau des chiffres? On a reparti tout le monde. C'est assez vite. Tu peux faire un liste. Vous savez que déjà ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Non, mais c'est au niveau des études. Il faut garder normalement, c'est pas pour les patients, pas de frontières en insertion. Pour la bonne raison qu'il faut quand même rencontrer le HPV, il faut que le HPV est engagé. C'est grosso modo donc, normalement, la repos, c'est pas avant 25 ans. Ceci dit, là, j'ai regardé si c'est la fin de l'année, il fallait
parce que nous, on va faire 4-5% des gens qui viennent pas une fois par mois, parce que et ça, ils viennent pas, ils échappent. Et on sait qu'ils sont en très mauvaise santé. Je me souviens avoir eu un cas où tu dis les gens ne consultent pas, est-ce qu'ils ne consultent pas des gens en bonne santé? Parce qu'ils sont en très mauvaise santé. Pour lesquels on n'a pas dans le dossier. Et donc on a déjà deux substances qui va bénéficier de l'action. Sur ce point-là, si tu poses la question, ça déjà, ça suffit. On a un objectif cette année, c'est 95% couverture pour le territoire. Donc on a fait un bruit à tous les gens, parce qu'on n'avait pas ça dans le dossier. Il y a déjà un paquet de téléphones. Peut-être que vous l'avez fait ailleurs, chez un pédiatre. Et on met ton dossier, les gens mais si ça a été fait, sans intervention de médecin, ça n'est pas fait. Et puis après, on a encore écrit. Est-ce que si elle ne l'a pas fait, on laisse la faire? Après le diagnostic. Après le diagnostic et après l'évaluation de son niveau. Le logiciel, ils sont même les étiquettes sur les donc quand les gens sont c'est un des noms parce que chez nous, le chevalier, côté patient, en plus, on a directement relation avec les patients. et de l'autre côté, un truc pour nous rappeler, pour ce qui est de l'opération. Nous, c'est déjà sur l'impression de la vie. Donc, on va sélectionner ceux qui peuvent faire Vous avez désigné un patient et après on reconnaît il avait encore du temps. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est les femmes pour lesquelles on n'a pas du tout la
discuter après. La donnée protocole doit être systématique. On a des briefs comme ça. Et puis chacun parle pour dire comment il a travaillé sur la parce que à voir en quoi c'est utile ce modèle. Le mélange un Du coup, on peut les structurer l'échange en reprenant le modèle. Alors là, j'ai changé parce que j'avais l'impression que justement ils avaient besoin de savoir. le reste qu'il puisse répondre aux trois questions. Comment vous allez mesurer que vous êtes et quelle est votre intervention? Et on va dire, excusez-nous, juste on va dire qu'il nous reste 18 minutes. Et non, mais on voulait vous dire quelque chose quand même. C'est que, en fait, on va vous proposer de faire le rapport, pas comme on fait d'habitude, mais qu'on va d'abord demander dans les trois groupes que vous soyez vraiment précis. Très précisément, quel est l'objectif que vous vous êtes donné aux trois groupes? Ensuite, comment vous allez mesurer que vous avez atteint l'objectif? On va demander ça aux trois groupes. Et puis enfin, on va leur demander quelle va être votre intervention. Donc, pour connaître vraiment le plan. Le plan. Donc, essayez quand même de garder en tête qu'il va falloir répondre aux trois questions successivement. Dans à peu près une minute. Ouais. Ouais, mais même sur le fait de on pourrait leur donner, en tout cas, c'est ça qui et là, on pourrait travailler sur une sorte de support à écrire, à décrire ton action. Dans les interventions, On a une session qui n'est pas. On peut la faire. il faut qu'il y ait des événementiels systématiquement, on va leur faire ça 2 fois. Base de données, tout ce qu'ils avaient fait à manger à leurs amis, on ne va pas leur faire 2 fois la même chose. On continue dans l'accès, il y a des sociétés qui permettait de diminuer les hospitalisations pour la conservation. C'est ça leur but. Sur la sécurisation. Est-ce qu'on peut diminuer les hospitalisations? L'observation Tellement je sais pas, ils n'ont plus le mot. Il faut que j'y fasse. Parce que on a estimé qu'on avait ça, 1 ou 2 exercices par an. Pour faire ça, il faut se mettre à très nombreux. Oui, donc se dire, il faut qu'on les connaisse, les traitements qu'ils devraient faire, machin, c'est ça. Et dans ce cas, on espère. Quels sont les perdus de vue? Quels sont ceux qu'on n'a pas vus? C'est comme si tu dis, je vais améliorer l'amélioration de la prévention, l'évaluer, le changement de l'AVC. Voilà.
Mais ce qui te choque et ce qui te met en mouvement, ça peut être un cas d'hospitalisation où tu te dis merde, on n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait pour. Et je pense que Tu peux facilement trouver des exemples de quelqu'un qui a été hospitalisé pour une pneumopathie. C'était une inflammation de l'anxiété, c'était une inflammation du PCO, et c'est quelqu'un qui a eu un PCO assez avancé, et le médecin qui passait par non, il faut qu'on trouve autre chose quand même, parce que il faut qu'on trouve un autre thème. ah oui. Il me semble, si on veut faire un appel, si on veut proposer un autre appel, Ah oui. on peut fuiter pour autre chose. Pour l'année prochaine? Oui. Oui, bah, il faut qu'on aille dans la boîte à outils. Quand même, il faut qu'on aille dans la qualité et continuer à tracer ce sillon de comment on améliore, comment on se met ensemble, comment on fait face aux difficultés qu'on rencontre, moins de médecins, des jeunes qui ne veulent pas s'installer, une patientèle qui vieillit avec plus de maladies chroniques, plus de trucs compliqués. Parce que si on part par exemple, on peut partir des vieux et des hospitalisations des vieux, faute d'avoir amélioré, faute, je ne sais pas, mais... On pourrait faire améliorer la sécurité de l'interface du hôpital pour les personnes âgées. Oui. Ça, c'est pas mal. Oui. Et puis, partir de nos résultats de notre étude de physiologie, ben voilà ce qu'on a observé nous, sur 15 jours d'hospitalisation en gériatrie, c'est la présentation là, d'Élodie et Anne-Marie, et puis dire, voilà comment on fait pour soit on se met sur la communication, la formation, ou sur la révision, le PMSA et la révision des prescriptions, et on se lance là-dedans. Quelle heure tu as? J'ai un peu pas mal. Autant zéro, mais le temps combien après? Comment est-ce qu'on va chiffrer les Il faut ajouter tout sur les femmes qui ont une Il faut diminuer. Il faut qu'on parle d'un projet d'été avant qu'on aille. Mais là, t'as 3 ans, ils ont été C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux se mettre un petit groupe, parce que il y a tout le monde qui parle, tandis que si on reste en répondant aux questions, il n'y a que ceux qui posent toujours des questions qui... Les gens qui ont besoin de poser une question parce qu'ils développent, parce qu'ils Tu peux être ouvrier du bâtiment et pas Bon. Allez, il est midi. Alors, voilà.
Dans la société, on peut les appuyer sur la santé. Alors, on va arrêter votre réflexion là en petit groupe, même si vous avez l'air bien lancé. Ça nous fend le cœur. On n'est pas d'accord, hein? Ça nous fend le cœur. Vous pouvez proposer deux réponses. Alors déjà, on va voir comment dans chacun des groupes vous avez répondu à la première question, qui est la question donc de qu'est-ce qu'on veut faire et donc de l'objectif, et en essayant d'être le plus précis possible sur l'objectif que vous vous donnez. Alors, et peut-être avant, si vous avez une idée de qui est votre groupe, dans quelle structure ou comment vous travaillez, je ne sais pas, en tout cas présenter quelque chose. On va commencer par ce que plus près. Voilà. Individuellement, vous voulez dire qu'on se présente, c'est ça ou... Bon, si vous voulez, vite, pas vraiment très rapidement, mais oui, qu'on sache un peu où vous travaillez. Je m'appelle Touba et je travaille dans un centre de santé associatif à Bruxelles. Je suis Laurent Chevalier, je travaille dans un maison médicale à Bruxelles. À Bruxelles. Je ne sais pas si vous entendez bien. Marie Janssen, je suis généraliste dans une maison médicale à Liège, en Belgique. Jean-Michel Marty, généraliste dans une maison médicale à Metz. Quartier défavorisé. Damien Monti, je suis médecin généraliste à l'action dans le quartier prioritaire de l'action, côté de Nancy. Alors, quel était-vous, votre groupe belge Est de la France? Ah non, il y a Grenoble. C'est améliorer la couverture de frottis chez toutes les femmes du centre. D'accord. Alors, améliorer la couverture de frottis. Là, on va voir. C'est du belge. Non. C'est pas du fait. C'est pas non plus là. Chez toutes les femmes. C'est ça votre truc, c'est vous dites. On n'a pas défini là. En fait, on n'a pas les mêmes références pour l'âge, parce qu'en Belgique et en France, en Belgique, on pense. Enfin, c'est genre les 3 ans qui suivent le premier rapport sexuel, on commence dans les recommandations. C'est pas réussi à se mettre d'accord. D'accord. Alors, on verra que votre objectif, il nous dit pas, il nous donne pas ce que vous appelez améliorer la couverture. Il ne dit pas. Alors, vous dites chez toutes les femmes de votre centre, et il ne dit pas quand vous pensez que vous allez. Ça, on l'a défini quand même. On l'a défini, mais on l'a pas tout à fait pensé. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, la période, ce serait sur 3 ans. Oui. Donc, ça veut dire que vous allez travailler pendant 3 ans, votre intervention est de 3 ans, et que c'est au bout de 3 ans que vous allez mesurer. C'est ça. D'accord. Donc, les femmes, je disais, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la tranche d'âge, mais on va dire que ce serait 25-65. Oui. Et la troisième question, c'était... Ah oui, l'objectif en pourcentage. Et la cible, vous voulez 80%. 80%. Le frottis. Le frottis. D'accord. Pour tout. Ce qui signifie quelque part diminuer une surprescription et ramener une prescription. D'accord. 80% de femmes ajoutent du frottis, c'est ça? Alors, on va passer au groupe derrière, si vous voulez, pareil, vous présenter rapidement, et puis du coup nous dire, vous, comment vous avez, quel est votre objectif? Moi je suis Alex Labro, je suis médecin généraliste dans un cabinet de groupe à Grenoble. Je suis médecin généraliste, on a plutôt sur la
aviez deux? Allez, pardon. Médecin généraliste à Tunis. Moi, c'est Alexandre, je suis interne à Nice. À Nice. Alors, comment, je ne sais pas qui était. Nous, on a proposé l'augmentation du taux de participation au dépistage du cancer vaginal. Et pour toutes les femmes, pareil, avec une action ciblée avec un désir d'action ciblée chez les femmes qui n'ont pas de bac. Alors, attends. Donc, tu as dit augmentation du taux de frottis? De participation. Donc, tu as dit donc les femmes, le même âge? Oui. 25-65. Et actions ciblées sur les femmes inférieures. Et vous allez donc mesurer votre efficacité de votre intervention, vous allez la mesurer quand? En fait, on était parti sur une évaluation périodique en cours d'action, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, il y a 2 ans. Et on va mesurer le nombre de frottis chez les femmes durant les 2 dernières années, c'est ce qu'on va mesurer. Et on avait aussi le désir de voir le nombre de femmes qui faisaient leur frottis pour la première fois. Alors, donc là. Alors, on va voir ce que vous allez mesurer, ça va être le deuxième tour. Mais là, pour l'instant, c'est. D'accord. Donc, à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. D'accord. Ok. Alors, qui est le troisième? Oui. Présentez-vous. Moi, je suis native, médecin généraliste dans une MSP dans le 19e arrondissement. Je suis généraliste en Belgique, en province de Namur, en milieu rural, dans une pratique de groupe non disciplinée. dans le centre de la France. Oui. Hélène, je suis médecin généraliste en centre de santé en zone administrative à Nanterre. Moi, c'est cool. Je suis médecin généraliste en formation à Bruxelles, dans une maison locale avec un peu le même type de population. Donc on s'était fixé comme objectif d'améliorer la couverture des parcours chez toutes les femmes de 25 à 64 ans de la patientèle de manière durable. D'accord. Et quand est-ce que vous allez. On voulait évaluer autant 0 et autant 3 ans. Et quand vous dites de manière durable, qu'est-ce que vous voulez dire Mais ça veut dire que dans nos actions, on a une action globale et une action ciblée. Et l'action globale, elle visera surtout au fait que ce ne soit pas un one-shot, qu'on n'ait pas cette année, une fois 3 ans, une meilleure couverture, mais d'inscrire les femmes dans la durée et dans la répétition de l'acte préventif qui n'a d'ailleurs de sens que s'il est répété. Du coup, est-ce que vous maintenez quand même 0,3 ans? Pour s'évaluer, oui. Dans un premier temps, pour s'évaluer. Oui, c'est ça. Après, ça tourne. Je pense Après votre cabinet, que 3 heures, c'est un délai qui a été écrit parce que ça fait 95% de clientèle qui est plus en 3 heures. Donc, c'est le rythme du frottis. et le rythme, ça correspond au rythme du frottis. Mais là, je me demandais si vous faisiez 0, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour voir est-ce qu'on est dans la durée, puisque vous avez l'air de dire que vous voulez améliorer de manière durable. Donc, comment vous saurez que c'est durable?
Ah, ça, on est déjà dans le deuxième point. La Ouais, mesure, on va y aller justement. Tu as raison. On va aller sur la deuxième question alors. Alors, Donc la deuxième question, c'est c'est la mesure, alors. voilà. Donc comment vous allez mesurer ça? Non, mais c'est Comment mesurer? C'est en gros. Alors, on a discuté un petit peu avec Isabelle en aparté là, pendant que vous réfléchissez, parce que elle a fait une traduction là, littérale de ce modèle management. Mais en fait, moi je trouve que pour le reformuler simplement, quoi, hein, c'est objectif, mesure de l'atteinte de l'objectif et intervention. En gros, c'est quand même ça les trois champs, les trois choses que vous avez besoin de définir. Donc là, on est, bon, l'objectif, là, on l'a. Et maintenant, on est sur la. Comment vous pensez mesurer que vous avez atteint votre objectif? Oui, c'est ça. Non, je prends ça, ça va aller. Ah, Pas longtemps. Alors, on reprend dans l'ordre que vous voulez. Hein, mais en on tout va cas, continuer dans le même ordre. dans le même ordre, donc 80% des femmes à jour, de toutes les femmes suivies dans le cabinet. Et le premier travail, c'était comment mesurer, donc c'est avoir un résultat de ce qui a intégré dans le dossier de la patiente. Puis demander à la patiente ce que vous avez fait pour avoir le résultat. Donc, et là, on est parti sur plusieurs pistes pour comment récolter ce résultat. D'accord. Donc, vous avez, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que on va se donner les moyens d'avoir un recueil de données qui nous permettent de... Et oui, parce que si le frottis est fait au centre, on a le résultat directement, chez nous, on peut l'intégrer au dossier de santé de la patiente. Est-ce que s'il est fait ailleurs, sur un planning à l'hôpital, chez le gynéco, c'est une autre démarche qui peut être faite par les secrétaires, qui sont par l'infirmière ou par les infirmières avalées. Sans charger, donc là, l'intervention n'est pas la même. Bon, mais la mesure, vous la faites, on verra après comment vous allez vous arranger pour qu'il y ait les informations qu'il faut, mais donc votre mesure, vous la faites sur un dossier. Hein? Oui. D'accord. Donc, ça sera un audit des dossiers. C'est-à-dire, vous tirez au sort un certain nombre de dossiers, vous le Non, faites. C'est systématique, c'est-à-dire que vous allez avoir. Avec un bon dossier santé informatisé, normalement, ça peut être relativement simple. Donc, vous devez pouvoir sortir les patientes, l'information, identité de la patiente et date de dernier produit. Et ça permet d'identifier les patientes chez qui il faut faire un rappel ou leur envoyer un courrier. Ça, vous nous direz après. Donc, d'accord. Donc c'est simplement un indicateur systématique sur toute votre base de patients. Et vous avez dans vos... vous distinguez en Belgique dans des dossiers des personnes qui sont dans votre liste de patients, des dossiers peut-être de personnes qui sont venues consulter les patients. Il y a les patients actifs. Donc, chez nous, on a environ 10 000 patients et 1600 patients actifs qui sont venus dans les 2 ans. D'accord. En fait, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est statistique dans la maison médicale et donc je peux croiser facilement les données, aussi créer la liste des patients qui sont venus plus de 3 ans, plus de 2 ans, plus de 1 an, qui ne seraient pas en nombre de fruits. D'accord. La base de données de ça. Donc, vous allez regarder la date du dernier frottis de toutes les femmes les femmes de 25 à 65 ans. Enfin, bon, l'âge n'était pas tout à fait, mais on va faire comme ça. Même si vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Vous prenez tous les dossiers des femmes entre 25 et 65 ans et vous recherchez la date du dernier frottis. Bon. Et votre objectif, c'est que 80% des femmes soient à jour.
C'est-à-dire et une date de frottis inférieure à 3 ans. Alors, sauf... non, oui. Oui, on peut faire des subtilités, les femmes qui sont, par exemple, séropositives pour le VIH, les derniers frottis doivent dater en principe d'1 an. Alors, Ça peut se... Je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ça peut se discuter qu'il y ait des groupes, les femmes qui ont des frottis anormales. Il y a des petites subtilités après. Là, mais ça, c'est comme quand on fait de la prévention, enfin, de test, on va sortir de l'intervention les femmes qui ont... Voilà, vous excluez... Mais là, ce sont d'autres procédures ouais. qui doivent être mises en place. C'est ça. C'est en gros, d'abord, vous excluez les femmes pour qui cette recommandation de faire tous les 3 ans n'est pas pertinente. Ben voilà. Et après, c'est sur celle qui est pertinente que vous allez faire un mesure. Mais même si on ne le fait pas, c'est quand même une petite proportion. Ça va pas très peu énormément. influencer. On va se baser sur des... Alors, qu'est-ce que vous mesurez, vous, Le deuxième groupe. dans ce deuxième groupe? De la même manière, si on regarde des dossiers, sur un même dossier, et on va regarder le nombre de femmes qui ont eu un frottis lors des 2 dernières années. Quelles femmes? Voilà. Vous prenez les dossiers de quelles femmes? Les femmes de 25 à 65 ans. Donc toutes les femmes de 25 à 65 ans. Et on regarde sur les 2 dernières années si elles ont eu un frottis. Donc celles qui sont venues, qu'elles soient venues ou qu'elles ne soient pas venues. Ouais. Été par quelqu'un d'autre ou par nous, on fait en sorte que ce soit incrémenté dans le dossier. Ok. Un frottis dans les 2 dernières années, noté dans le dossier, quel que soit... Et le troisième groupe? Alors attends, parce que juste là, vous aviez dit que vous vouliez une action ciblée sur les femmes qui n'avaient pas, enfin, qui avaient un niveau culturel, enfin, ou un niveau d'éducation en dessous du bac, et vous vouliez mesurer à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce que dans votre façon, dans votre mesure, là, vous allez pouvoir dire oui, c'est bon, on a gagné notre objectif. On les réévalue à 3 mois, 6 mois, 1 an, puis tous les 2 ans. D'accord. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas allé jusqu'à ce niveau de réflexion. On n'a pas, on s'est pas posé la question, est-ce que dans les dossiers, on va pouvoir discriminer, on va pouvoir séparer ou on va faire ressortir cette population-là. Mais ouais, ce serait pertinent par rapport à notre Sur cette histoire de réévaluer à 3 mois, etc., un des problèmes, c'est qu'on réévalue trop tôt. On n'a pas eu le temps de voir différentes femmes, sauf si on a décidé d'écrire d'un coup à toutes celles qui n'étaient pas retenues. Sinon, le risque, c'est que on n'ait pas eu le temps de voir les femmes et de mettre en œuvre l'intervention dont on va parler maintenant. Mais donc, il faut faire attention à ça. Vous avez des évaluations assez rapprochées parce qu'il y avait des avis en fait, un peu divergents sur la nature des actions à mener. Et donc, en fait, c'était aussi un moyen de se poser des questions régulières pour savoir si notre intervention proposée, est-ce qu'on pouvait du coup la changer et pas arriver sur un consensus. Entre groupes, c'est différencié parce que ce groupe-là, j'ai l'impression que c'est plus sur une action à long terme. Parce que je voyais plutôt ça sur une action à court terme. On va pas oublier tout le monde de chaque. Au moins, quelque chose sur un temps assez court et puis une évaluation. On ne va pas aller très très loin parce que par exemple, comme ça, j'avais vraiment quelque chose sur le long terme. C'est rare. C'était cibler les femmes qui ont passé le dépistage. Vous voyez, si elles ont changé d'avis entre mois pour le dépistage, on peut recruter plus de femmes, en fait, des femmes qui sont d'accord pour le dépistage. Donc c'était ça, le recrutement du maximum de monde les 2 premières années. D'accord. Bon, on va voir comment vous faites. Et il y a aussi mis dans le groupe, c'était aussi de voir par curiosité le nombre de femmes qui faisaient leur frottis
1 ou 2 ans. On a perdu du temps en fait. STF, il faut juste définir la mesure. Qu'est-ce qu'à 3 mois? Qu'est-ce que vous voulez regarder à 3 mois? Est-ce que c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire la date du dernier... Enfin, qu'est-ce que vous allez mesurer au bout de 3 mois? On part sur une sorte d'incident, une photographie à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. On va voir si déjà il y a une progression de la couverture du nombre de femmes. D'accord, donc vous refaites votre mesure. Voilà, on refait la mesure à chaque fois. C'est peut-être que là, comme on est une action ciblée, il faudrait peut-être aussi qu'on regarde l'échantillon des femmes qui n'ont pas le vaccin, si ça progresse aussi à leur niveau et de quelle manière. Parce que là, vous regardez toutes les femmes de la patientèle de votre structure qui ont entre 25 et 65 ans. Une photographie à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans, et on regarde si ça bouge. Donc nous, on souhaitait faire une étude selon 2 modalités. Une facile et simple qui n'est pas partielle, c'est utiliser les résultats du ROSP des différentes années pour évaluer globalement l'amélioration des pratiques. Tout le monde connaît le ROSP. C'est rétribution sur objectif de santé publique. Donc c'est quelque chose qui rapporte un petit peu de sous aux médecins français. C'est mesuré directement par l'assurance maladie sur sa base de données, parce que quand on fait un frottis, il y a une cotation spécifique. Et du coup, il peut le mesurer très facilement médecin par médecin. Donc on peut Oui, en fait, non, c'est pas médecin par médecin, c'est pour la liste de patients d'un médecin, quelle que soit la personne qui est. C'est-à-dire qu'un médecin qui se foutrait complètement de ça, mais dont les patients seraient très favorisés et iraient tous chez le gynéco, va avoir un excellent ROSP là-dessus et va toucher plein d'argent pour quelque chose qu'il n'a absolument pas fait. Ça, c'est une des grosses limites des ROSP français, mais enfin, c'est une autre chose. Mais si c'est pour évaluer l'amélioration de la couverture de manière globale, sur toutes les étapes. L'autre modalité, c'est à partir du logiciel, on déterminerait 2 sous-groupes, bac positif ou bac négatif. Ça, il faut que le dossier soit bien rempli. Et alors, on évalue autant 0 et autant plus 3 ans les femmes, dans chacun des sous-groupes, qui ont eu un frottis dans les 3 ans. Autant 0 les 3 années précédentes, et puis autant plus 3 les années d'intervention. D'accord. Donc vous introduisez une stratification de la population cible en fonction du niveau d'études. Donc c'est-à-dire que vous allez, je suppose, vous assurer dans votre action que vous avez l'information, et ça va vous permettre de mesurer vraiment si dans les 2 groupes on fait la même chose ou pas. Voilà. Bien sûr. Maintenant, on peut aussi essayer d'améliorer le nombre de femmes dans le bac. Mais c'est ça. D'accord. Alors, maintenant, on en vient à qu'est-ce que vous proposez comme intervention qui va vous permettre de voir bouger votre mesure, et donc ça va vous permettre de savoir si vous vous approchez de votre objectif. Et donc, qu'est-ce que vous proposez de... Alors, on a parlé de plein de choses. Je fais en fait de l'affichage en salle d'attente. Rappel sous forme de chevalet qui a à peu près la patiente quand elle vient pour un côté patient, un côté médecin. Donc ça rappelle au médecin de poser la question à la patiente. C'est sur le bureau du médecin. Un petit chevalet où du côté du médecin il y a marqué pensez à demander telle chose. N'oubliez pas le frottis et du côté de la patiente, c'est le rendez-vous. En fait, je fais partie d'un groupe de vie et on utilise ça régulièrement avec un message adressé aux patients. Par exemple, vous avez entre 25 et 65 ans. Quand a été fait le dernier frottis? Et du côté du médecin, c'est opération frottis, par exemple. Et
Et ça peut être fait, par exemple, si on est dans un quartier défavorisé, côté patient, en français, en arabe, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ouais. Mais c'est dans les audits qu'on fait toujours comme ça. C'est pas... Vous faites partie du groupe Lorrain de l'audit médical, célèbre Je suis groupe Lorrain. un des fondateurs. Alors, on rappelle dans le dossier santé informatisé, il y a une alerte. Et alors donner une information aux femmes, soit par le médecin ou par d'autres intervenants de santé, que le frottis peut se faire dans le sang. Affichage, alors ça peut faire partie de l'affichage. Non, plutôt oralement, poser la question là où on peut... Je pense que, Isabelle, comme le truc, on va vite être après par le temps. Là, il vaut mieux, je crois qu'on n'aura pas le temps de tout noter. D'accord. Hein, il vaut mieux qu'ils disent, parce qu'il n'y en aura pas si. Voilà, et donc c'était la question systématique, adapter sa réponse selon la réponse de la patiente. Donc ça permettrait, chez les patients qui se font surdépister, de diminuer la fréquence et d'adapter celles qui n'ont jamais fait à le faire, et donc peut-être qu'on peut le faire dans le centre. On a parlé de l'infirmière résalée pour informer les patients. Infirmière à Salé, tout le monde connaît. D'accord. Alors, le deuxième... Donc en fait, vous n'avez pas eu le temps d'agencer votre intervention. Vous avez imaginé les composants. Oui. D'accord. Alors, le groupe, là-bas, votre intervention. On est basé sur une idée de conseil minimal qui serait donné par tous les professionnels de santé, par le pivot qui est la secrétaire ou le secrétaire, et même faire intervenir les réseaux associatifs et acteurs sociaux qui interviennent pour nos populations. Donc c'était de poser la question à développer un frottis. Vous y avez pensé, on n'a pas encore rédigé le conseil minimal, c'était effectivement cette idée-là. Si oui, elle avait la mission était remplie, avec un petit rappel peut-être du prochain frottis. Et sinon, on a évoqué le frein financier, donc comme on connaît la patiente, si on sent qu'il va y avoir un frein financier, on l'envoie dans un établissement pour que tout soit pris en charge et qu'on soit sûr qu'elle ait fait son frottis. Et s'il n'y a pas de frein financier, à ce moment-là, le secrétaire ou le professionnel, si c'est la secrétaire, elle propose une consultation dédiée. Si c'est un autre professionnel ou un autre intervenant, il invite le patient à prendre rendez-vous avec le centre en fait, de la maison de santé pour organiser une consultation et avec n'importe quel professionnel qui est habilité à faire un frottis. Ok. Et votre intervention? Elle était double aussi, l'action globale et une action ciblée. L'action globale, c'était d'être systématique auprès de toutes les femmes qui consultent de 25 à 64 ans, de récupérer la donnée forticole dans le dossier grâce à une alerte qui pose la question dans ce sous-groupe. Et si il n'y a pas eu de frottis, que le dernier est de plus de 3 ans, proposer directement à la patiente de prendre rendez-vous en laissant un choix, en disant la sage-femme peut le faire, le docteur interne peut le faire, bien vous pouvez au laboratoire, vous pouvez faire ceci, cela. Et en proposant, si elle le fait ici, aux physiciens pour les fiancés que le tiers payant puisse être systématique. Et en même temps, lors de cette question-là, si la question n'est pas remplie dans le dossier, de connaître le niveau scolaire, bac plus ou bac moins, aussi dans l'alerte pour récupérer. Ce qui permet à ce moment-là de garder le fichier à jour et d'avoir les échéances qui se répètent par la suite. L'action ciblée sur les groupes les plus défavorisés, nous aurions souhaité faire une action qui permettrait de mieux informer sur la santé féminine de manière générale, en créant des événements, par exemple des cafés débats sur le temps de midi, où on peut aborder toutes sortes de questions par rapport à la santé, et où cet aspect-là des choses est aussi évoqué, mais dans tout un autre ensemble. Écoutez, en fait, ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu
Moi, je vais essayer de les lister aussi, surtout sur l'intervention, hein, parce que de voir un peu ce qu'on pourrait faire, mais en gros, vous avez identifié un peu tout. Hein. Donc nous, comme objectif, on s'était dit obtenir le même niveau de couverture frottis des femmes, quel que soit le niveau d'études. Et donc, il y a une question vraiment importante, et je trouve qu'on n'attache pas cette importance, c'est la motivation de l'équipe. Donc, il faut vraiment que les gens se forment et que tout le monde soit d'accord sur vraiment les trucs, les gros messages sur lesquels il faut vraiment que tout le monde soit parfaitement d'accord. Et il y a la question du leadership, c'est-à-dire si on peut avoir un médecin ou une infirmière, ou un médecin ou une infirmière qui deviennent les champions du frottis pour les 3 prochaines années, et qui vont vraiment faire un petit peu dynamiser le groupe là-dessus, vraiment c'est très bien. Une des choses qu'ils peuvent faire, qui est très intéressante, c'est au cours des réunions d'équipe, ils peuvent mesurer la performance que l'équipe a eue depuis la réunion précédente. Là, vous aviez évoqué ça, par exemple, vous, l'idée de faire la réunion à 3 mois, par exemple. Donc, si on fait une réunion frottis trimestrielle, ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, bon, voyons, les femmes qui sont venues dans les 3 derniers mois, est-ce qu'elles étaient à jour? Et si elles n'étaient pas à jour, est-ce qu'on a fait quelque chose sur ces femmes-là? Et c'est ce qu'on appelle l'approche par les opportunités manquées. C'est-à-dire, ça vous permet de dire, oh mince, mais comment ça se fait? Pourquoi on a raté celle-là? Ah ouais, mais elle venait avec son gamin, ceci, cela. Donc, tout le monde prend conscience petit à petit de quelles sont les femmes qui sont à risque de passer à travers les mailles de votre filet. C'est de l'évaluation formative. Voilà, et en même temps, donc on regarde ça, et en même temps on regarde l'indicateur global. Ben voilà, on a vu 700 femmes dans les 3 derniers mois, ben sur les 700, on a fait ça, tiens, on est meilleur que la fois d'avant, vous voyez, c'est-à-dire, en fait, il vous faut une sorte de chaudière là dans laquelle vous êtes en permanence en train d'apporter de l'énergie à l'équipe, parce que l'équipe n'a pas que ça à faire, le frottis, donc évidemment, il faut qu'il y ait des gens dont ce soit la préoccupation. Donc on a parlé largement de la question du système des rappels automatiques. Dans toutes les actions sur l'équité, quelle qu'elle soit, si on veut mesurer au niveau du dossier, c'est-à-dire si on veut mesurer dans notre base de données, il faut avoir au moins un indicateur de position sociale et l'indicateur du soin que vous voulez améliorer. Donc il faut bien réfléchir aux indicateurs de position sociale qui vous intéressent. Donc il y a la question de l'information. Bon, voilà, on en a parlé. Et puis, effectivement, ça a été évoqué dans le 3e groupe, la question d'avoir peut-être des partenariats communautaires, des partenariats communautaires pour faire un événement, pour aussi peut-être accompagner des femmes, pour traduire, etc., pour promouvoir. D'une manière générale, vous allez toujours dans un projet d'amélioration de la qualité, puisque l'équité, ce n'est qu'une dimension de la qualité, vous allez toujours avoir quelque chose à faire au niveau de l'équipe, quelque chose à discuter au niveau du processus de soins que vous allez devoir protocoliser, etc. Vous allez toujours avoir quelque chose à faire aussi au niveau du système d'information, agir au niveau du patient et, ce qui est plus rare, réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre communauté, de la population, des ressources qu'il y a autour de vous, etc. Mais en gros, posez-vous la question au niveau de ces 5 axes pour essayer de vous mettre le maximum de choses de votre côté. Voilà, donc ça c'était... Voilà. Et, petit coup de pub, Isabelle. Non, vas-y, parce que moi je distribue. Alors, donc, on essaye à la SFTG, là on s'intéresse beaucoup à ces questions d'amélioration de la qualité des soins, qui peuvent aller depuis un projet très ambitieux de recherche jusqu'à un projet très modeste, mais de changement réellement des pratiques dans le quotidien d'une équipe. Et on a besoin de temps protégé pour travailler là-dessus. Et donc, on a adopté ce concept des EQUIP qui fait des summer schools en anglais au niveau européen. Et donc, nous, on propose une école d'été francophone. C'est la 5e année qu'on va faire là. Et donc là, il y a des Français, des Belges et des Tunisiens. Ils sont tous cordialement invités à venir à cette école d'été francophone. Il faut qu'ils viennent avec une idée. Ça peut être une petite idée, une grande idée, un début de projet, le projet à moitié fait. Il y a même des gens qui sont venus avec un projet qui était totalement fait, mais ils sont venus pour écrire, parce qu'ils voulaient publier là-dessus. Et donc, on est en immersion pendant 3 jours dans un endroit convivial. Là, ça se passe dans la Drôme provençale, donc c'est un endroit sûrement très agréable. Mais on travaille beaucoup.
Et on alterne des temps avec des apports théoriques, méthodologiques, etc., par des intervenants extérieurs, qui peuvent être français ou pas français, mais ça va toujours être en français. Et des moments où on travaille en petits groupes de 4-5 personnes avec un ou plusieurs experts, et là on fait avancer son projet et le projet des autres. Et on présente son projet à l'arrivée, et on présente son projet à la fin, et en général les projets ont quand même globalement bien avancé. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes bienvenus. Et pour les Français, donc c'est pluriprofessionnel, j'ai oublié de dire, donc pas seulement pour les médecins, hein. C'est européen. Et pour les Français, c'est pris en charge, ça peut être pris en charge par le DPC.